Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'avenir de l'humanité. Alors, c'est devenu compliqué d'être original sur ce sujet, puisque, je pense que tout le monde a déjà son avis sur la question et pourtant j'ai lu un livre, qui a éveillé ma curiosité intellectuelle. C'est La thermodynamique de l'évolution, donc écrit par François Rodier qui ici, donc est un scientifique de formation et qui a, tenté de décrire l'histoire de l'humanité, selon, les principes de la thermodynamique, mais aussi, des principes, de la théorie de l'évolution et d'autres, lois de la biologie. Alors, ça fait déjà quelques semaines, que je l'ai lu, donc ma maîtrise du jargon, qui était déjà faible à la base, ne sera loin d'être parfaite dans cette vidéo, mais je peux, tracer à grands traits, si vous voulez, ce que François Rodier estime être probable, pour le futur, à court, moyen et long terme. Bon, à court terme, en fait, il y a pas de prédiction particulière, mais à moyen et long terme, il parle d'abord d'un effondrement de civilisation. Puisque, en langage thermodynamique, nous avons généré tellement d'entropie que nous avons atteint, un seuil critique, voilà. Et une fois ce seuil passé, une réorganisation, est, automatique, mécanique, voilà. Contre, de bon gré ou mal gré, il va y avoir un changement total de paradigme. Et ça va passer évidemment, par une phase, de destruction, hein, destruction majeure, d'effondrement. Voilà. Il fait beaucoup de comparaisons avec, la chute de l'Empire romain, ce qui crée un tout petit souci dont je vais parler, un petit peu plus tard. Ensuite, suite à cet effondrement, je vais pas dire il prophétise parce que c'est un livre de science. Il prédit, voilà, il prédit, une division de l'humanité, bon, déjà, une réduction énorme de la population. Donc la population humaine serait, divisée par, un facteur, 3 ou 4, voire 5. Et ensuite, une division de l'humanité en enfin, c'est le contraire de la mondialisation, en fait, hein. C'est-à-dire que les humains se regrouperaient de nouveau, en communautés plus restreintes, hem, avec de nouveau, des traditions, beaucoup plus, spécifiques les unes par rapport aux autres. Mais d'après lui, et c'est le la dernière chose qui m'a intéressé dans ses prédictions, c'est qu'il y aurait tout de même une forme de solidarité mondiale. Parce que d'après lui, les êtres humains, même suite à cette période de chaos et malgré le recul technologique que ça va nécessairement impliquer, d'après lui, les humains vont maintenir internet et il fait appel à la biologie et pour, prédire que dans une période de vache maigre, c'est-à-dire avec des ressources, beaucoup moins importantes, et bien, les humains seront forcés de coopérer. Ce qui va induire, d'après lui, nécessairement beaucoup plus de solidarité, une gestion beaucoup plus raisonnable, des ressources, une grande frugalité, sobriété, dans la consommation et surtout, et bien, une espèce de, aujourd'hui on dit sanctuarisation, mais je crois que c'est pas le terme que je cherche, une espèce de sacralisation, de la nature. C'est-à-dire que d'après lui, les humains, vont être conduits à, mettre, la nature, très, très haut dans leurs priorités, quitte à ce que ça crée une espèce de ça crée des espèces de nouvelles religions, des dogmes, des en tout cas, cultures, où la nature sera très, prioritaire et on imagine aussi la vie animale, enfin bref, les écosystèmes. Donc tout ça, c'est très intéressant, et franchement, n'importe qui a un minimum, mais j'ai bien dit un minimum, hein, de bagage scientifique, c'est-à-dire qui a écouté les cours au lycée, hein, peut comprendre ce livre, en
en y allant doucement quand même. Donc je le conseille. Apparemment, il est, en version PDF, téléchargeable librement, sur le site éditionparole.fr. Bon, je le mettrai en description, bien sûr. Alors, les tout petits points qui me dérangent, dans ces prédictions, d'abord, c'est, ben, d'un point de vue épistémologique, je trouve qu'il y a très peu de choses à dire à l'exposé des notions scientifiques, mais lorsqu'il les applique à l'histoire de l'humanité, parce qu'avant de prédire l'avenir, évidemment, il va, analyser le passé et le présent pour tracer une espèce de continuité, bien sûr, hein, entre le passé et le futur. Et en fait, résumer, l'histoire de l'humanité, avec, des termes, thermodynamiques et biologiques en quelques pages, ben, quand on le lit, en tout cas, ça a l'air vraiment très simpliste et très réducteur. Alors, ça ne suffit pas, à, ça ne suffit pas à prouver que c'est faux, parce que, je veux dire, il peut très bien y avoir, des lois, qui s'appliquent en fond, heu, derrière l'accumulation invraisemblable de micro-détails, et toutes les relations humaines, prises, individuellement, qui sont en nombre infini, on pourrait imaginer qu'il y a des grandes lois qui s'opèrent dans l'ombre, et qu'on peut schématiser, qu'on peut résumer. Mais, il y a beaucoup de phrases, notamment sur, la chute de l'Empire romain, qui, feraient quand même peut-être bondir un peu les historiens parce qu'ils il utilise en réalité des connaissances historiques en les considérant comme des connaissances justement, alors que ce ne sont que des interprétations en réalité. Ça semble évident pour tout le monde qu'il y a eu une chute de l'Empire romain, mais en réalité c'est une interprétation. Heu, c'est très compliqué, hein, de décrire l'histoire de l'humanité, sans, de façon objective. De façon objective parce qu'en fait, heu, le passé a une histoire. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont nous racontons le passé change avec le temps. Heu, nous nous approprions le passé de façon différente à chaque époque. Le récit de la chute de l'Empire romain, ce récit change au fil des siècles. C'est c'est drôle, mais c'est juste un exemple en plus, mais ça rend les descriptions, pseudo-scientifiques de l'histoire de l'humanité, discutables. Je ne dis pas, fausses ou erronées, hein, mais discutables. Voilà. Et partant de là, la projection, hein, qu'on peut faire de l'avenir, ben, devient automatiquement, sujette à caution elle aussi. Si l'on prend comme point de départ des interprétations du passé, heu, la ligne qu'on trace, qui pointe vers le futur, n'est peut-être pas très bien orientée. Voilà. Bon, c'est juste une réserve, hein, que j'émets. Voilà. Ensuite, pour justifier son relatif optimisme, sur la future solidarité, hein, qui d'après lui, unira nécessairement les humains, dans l'avenir. Il fait des comparaisons très intéressantes, hein, au demeurant avec, ce qu'on a observé chez certaines bactéries, hein. C'est-à-dire qu'en période d'abondance, il y a une compétition entre les individus et en période de vache maigre, il y a une espèce de coopération, une espèce de solidarité entre les individus qui se met en place et donc, d'après l'auteur, c'est parfaitement logique que les humains en situation, compliquée, et bien, coopèrent entre eux. Bon et pour justifier, ce qui pourrait passer pour de l'optimisme, ou de l'idéalisme ou de l'utopisme, eh bien, il donne l'exemple des corgis à page 220. Je vous lis un petit paragraphe.
Donc il dit que la civilisation des Kogi s'est maintenue ininterrompue depuis 4000 ans. Ils ont probablement battu tous les records de durée de vie d'une civilisation. Comment ont-ils fait? Leur civilisation a 3 particularités. La première est l'absence de toute compétition. Ils ont le souci constant de maintenir entre eux une communication étroite et une grande fraternité. Leur communauté est un bon exemple d'organisme vivant unique, où chaque individu a sa place et joue son rôle. La seconde est leur attachement à l'environnement. Ils ont le souci constant de maintenir et de préserver l'environnement tel qu'il a été transmis par leurs ancêtres. La troisième est le maintien des traditions. Ils ont le souci constant de mémoriser et de transmettre leurs traditions ancestrales. La civilisation des Kogi est un parfait exemple d'économie en régime stationnaire. En l'absence de croissance, il n'y a pas chez eux d'inégalité. Donc l'existence des Kogi est utilisée par François Rodier comme preuve, c'est ça se défend, hein, que l'humanité entière peut fonctionner de façon stable et durable sous certaines conditions, et que donc la destruction des équilibres planétaires par l'homme, voire son autodestruction, ne serait pas autant une fatalité inévitable que certains le prétendent. Alors moi, je veux bien croire que la destruction et l'autodestruction ne soient pas une fatalité. En revanche, je suis obligé d'émettre encore une petite réserve, c'est que, bien, évidemment, je suis biaisé, hein, puisque je suis un occidental, de 2024, hein, mais, cette, civilisation, ne me fait pas entièrement rêver, hein. Le respect de l'environnement, très bien. L'absence d'inégalité, entre les humains, très bien. En revanche, tout ce qui est, tradition, bah, si c'est aux dépens, de la science et de la connaissance, ça ne me fait pas trop rêver. J'ai l'impression que dans cette espèce d'utopie réaliste, je ne sais pas comment l'appeler, hem, d'accord, ils ont une société stable depuis 4000 ans, mais quels progrès scientifiques ont-ils fait? Quels progrès ont-ils fait dans leur connaissance de l'univers? Probablement aucun. Donc, bah, je vais en parler en conclusion, hein, mais tout dépend de nos priorités, je pense. Voilà, pour moi, le progrès du savoir est une priorité. Donc cette utopie, pour moi, n'est pas très utopique. Est-ce qu'on peut concilier, la stabilité, c'est-à-dire les traditions, avec, des progrès dans certains domaines? Ce sera en permanence, un défi pour l'humanité. Mais il faut le relever, ce défi, parce que la stabilité, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Et puis enfin, dernière réserve, l'auteur ne parle pas de l'intelligence artificielle. Enfin si, il en parle, hein, parce que le livre est récent, hein, il date de 2020, je crois, donc il est relativement à jour, hein. 2021, oui. Il est relativement à jour ce livre, donc il parle de l'intelligence artificielle d'une façon qui montre qu'il sait à peu près de quoi il parle quand même, mais il part du principe que l'intelligence artificielle sera, toujours un outil, utilisé par les humains. Et il part aussi du principe que, l'IA fera partie des victimes, de la récession technologique qui aura inévitablement lieu à l'effondrement de civilisations. Alors certes, il y a certains pans, de la technologie qu'on ne peut assurer que dans les sociétés, ultra, consuméristes, actuelles. Si les équilibres naturels, sont perturbés au point qu'il y a des effondrements de civilisation, ça m'étonnerait, par exemple, qu'on puisse continuer à faire du tourisme spatial, ou qu'on puisse continuer
à construire, à continuer par exemple le projet ITER, à Cadarache, ou des, des détecteurs d'ondes gravitationnelles, dans l'espace ou des choses comme ça. À mon grand dam, d'ailleurs. Donc il faudrait sacrifier une partie de la technologie. Est-ce que l'intelligence artificielle, jouera un rôle aussi mineur dans l'avenir de l'humanité? Parce que c'est le cas dans son livre, hein. Pour lui, l'intelligence artificielle ne joue à peu près aucun rôle dans l'avenir de l'humanité, parce qu'il pense que l'effondrement aura lieu, bien avant que, on développe l'intelligence artificielle à un stade, bah, la fameuse super intelligence dont vous avez peut-être entendu parler. Bien, peut-être, peut-être, mais je demande à voir. Je demande à voir parce que, tel qu'on est parti là, hem, je serais plus porté à penser, mon opinion ne vaut pas grand-chose, hein, je la donne quand même. Je suis plus porté à penser, que non seulement l'intelligence artificielle va faire partie des priorités technologiques des prochaines années, c'est-à-dire que, heu, de très, très, très grandes quantités d'énergie et d'argent vont être investis dedans, de façon exponentielle, mais en plus, on va charger cette intelligence artificielle, de résoudre la crise climatique, entre autres. Et est-ce qu'elle le fera bien? Et est-ce qu'on lui aura donné les bonnes priorités? Et est-ce qu'on ne lui aura pas donné trop de pouvoir? Ça, c'est une autre question, une scénario de science-fiction. On peut toujours espérer que ça sera fait correctement. Mais ça me semble probable que l'IA joue quand même un grand rôle dans l'avenir de l'humanité. Elle ne préviendra pas nécessairement l'effondrement, mais peut-être le limitera-t-elle, peut-être, l'accompagnera-t-elle, peut-être aidera-t-elle les humains à, restructurer, les sociétés humaines. On verra. Voilà, donnez-moi, tous vos ressentis en commentaire. Je vous encourage quand même à feuilleter, ce livre, parce que malgré les points, discutables, ça reste passionnant et vous savez très bien que, enfin, en tout cas si vous avez un peu d'ouverture d'esprit, hem, c'est inutile de ne lire et de n'écouter que les gens qui sont entièrement, d'accord avec nous. Voilà. J'ai du mal à comprendre, cette attitude que je trouve de plus en plus, répandue, hein, qui consiste à, bannir quelqu'un, à vraiment à vouloir l'effacer de l'existence, à partir du moment où il a émis ne serait-ce qu'une opinion qui ne correspond pas, à la nôtre. Pour évoluer dans nos opinions et nos connaissances, il faut affronter la contradiction et la nouveauté en permanence. Voilà. Donc, laissez, vos réactions en commentaire. J'y répondrai de mon mieux et jetez-y un œil. Voilà, je mettrai un lien en description. Au revoir.